Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont ici et toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook. Bienvenue à ce nouveau débat du Presse Club de France. Le thème du jour, c'est « Vie ma journée de journaliste ». On va tout savoir sur ce qui se passe à l'intérieur des rédactions, quel est le quotidien d'un journaliste aujourd'hui. Si vous êtes aussi nombreux, ça vous a pas échappé qu'il y a eu de nombreux changements dans ce métier, des réorganisations, des nouveaux types de métiers, des nouvelles technologies qui sont venues impacter le quotidien du journaliste. Et ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est quelle est votre journée type, comment ça se passe quand on est journaliste, qu'est-ce qui a changé. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Ostolaza. Bonjour. Damien Durand. Bonjour. Donc vous êtes, Laurence, je vous présente même plus, vous êtes sur France 2 et notamment chroniqueuse à Télématin. Plutôt côté santé, bien-être, société. Damien Durand, vous êtes chez France Soir, vous travaillez notamment chez France Soir parce que vous avez aussi d'autres médias pour lesquels vous travaillez. Et enfin, Bernard Thomasson, bonjour. Donc vous, c'est France Info. Où vous présentez le journal le week-end. Samedi et dimanche après-midi. La radio. Vous pouvez prendre le micro. Hein. Oui, France Info, la radio, puisqu'il ne nous a pas échappé qu'il y a une télé aussi qui s'appelle France Info. Exactement. Donc vous êtes un homme de radio depuis vos débuts. Hein, non, moi j'ai commencé dans la presse écrite il y a très longtemps. D'ailleurs, 40 ans cette année. Premier article. Et puis, après j'ai fait de la télévision, France 3 Région, etc. Et après je suis arrivé dans la radio. Ouais. Mais France Info, ça fait un petit moment, oui, déjà. Ça fait un petit moment. Et vous avez aussi notamment produit une nouvelle émission qui s'appelle L'Histoire à la carte. Et on en reparlera parce que c'est un vrai succès, en tout cas en ce qui concerne le podcast. Je crois savoir que c'est une des émissions qui est le plus podcastée, je ne sais pas si ça se dit, de France Info. Donc merci beaucoup d'être là. Et je voudrais commencer directement le débat par le vif du sujet, c'est-à-dire, avez-vous une journée type? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous la raconter un petit peu? Par quoi vous commencez? Quand est-ce que vous lisez vos mails? Qu'est-ce que vous faites durant une journée à peu près normale, on va dire? Charge à moi donc d'ouvrir le débat. Donc moi je travaille à francesoir.fr, il faut le préciser. Je crois que je représente aujourd'hui et la presse écrite et la presse internet parmi le panel des invités. Alors une journée type, c'est difficile à dire. Désolé pour cette mauvaise réponse qui commence mal. Quand on fait de l'actualité quotidienne et presque en temps réel aujourd'hui en réalité, puisque Internet c'est traiter les articles du jour et non pas ceux du jour au lendemain comme à l'époque du papier. Vous êtes très dépendant de ce qui va se passer dans la journée et par définition dont vous n'avez pas forcément idée quand vous vous levez le matin, surtout quand vous êtes dans le hard news pur, c'est-à-dire avec le risque de survenue d'un attentat, d'une grosse nouvelle économique qui tombe. Moi je suis plutôt spécialisé sur les questions économiques. Donc il y a peu de visibilité et sans doute d'ailleurs que cela complique le travail des communicants qui eux peut-être travaillent plus dans le temps plus long ou peut-être sur des approches plus froides, qui parfois vont mieux avec la presse magazine. Moi j'ai fait 10 ans de presse écrite, j'ai travaillé dans la presse magazine. Le rapport avec les communicants était plus facile. C'est plus dur donc dans le hard news. Et sur la question en fait, de la lecture des emails, et notamment des emails des communicants, c'est un peu le même problème. Il n'y a pas de moment dans la journée précis où moi personnellement je lis mes emails, j'ai tendance à les lire en temps réel quand je les reçois, parce que j'ai toujours un écran sous les yeux quand je suis à la rédaction. Et en fait la vraie question, plutôt que la temporalité, c'est plutôt j'ouvre ou j'ouvre pas. C'est ça la vraie question, en temps réel quasiment. Quand j'ouvre un email de communicant, où je laisse, et de temps en temps je fais un peu d'archivage massif, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt ça ma problématique en tout cas par rapport à votre question. Alors, pour répondre aux mails, parce qu'on va rebondir comme ça, moi les mails c'est en temps réel, c'est tout le temps, partout, évidemment, il n'y a pas des sessions, on s'assoit au bureau, mais on est dans le métro, on est dans sa salle de bain ou dans sa cuisine en s'occupant des enfants et on lit les mails et les textos, etc. Comme tout le monde, j'ai envie de dire aujourd'hui, presque, sauf les gens qui arrivent à bien déconnecter et qui ont vraiment de la chance. Donc les mails c'est un petit peu partout. Nous, la rédaction, on n'a pas vraiment de conférence de rédaction parce
parce qu'on est Télématin Production, donc le hard news. Moi, j'ai décidé d'arrêter il y a quelques années après avoir fait 30 ans de news parce que j'ai trouvé que c'était très anxiogène et que c'était très dangereux. Pourquoi, selon moi, le hard news est devenu très très dangereux? Parce qu'on n'a pas le temps de vérifier. Et à la rédaction de France 2, ils ont créé des réseaux WhatsApp de vérification. Il y a même un agent, comme un agent secret, un bureau de vérification qui vérifie les infos. Le cas s'est posé pour Karl Lagerfeld il y a 2 jours. Si vous aviez vu les échanges du réseau WhatsApp sur la mort de Karl Lagerfeld, c'était on y va pas. On donne pas. Attends, non, là, BFM l'a donné, etc. C'est devenu du grand n'importe quoi parce que le temps de fabrication dans le news s'est vraiment compressé et on n'a plus le temps de vérifier. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'erreurs dans la presse, il y a tellement d'erreurs en radio, en télé, sur les médias qui vont très vite parce que la concurrence joue beaucoup et que on est tous poussés à la roue pour faire des erreurs finalement. Donc nous, les conférences de rédaction, il y en a 1 fois par semaine. Après, on agit avec des feuilles navettes de propositions de sujets. Donc on n'est pas vraiment en temps réel dans l'actualité. Toi, tu l'es beaucoup plus. Oui et non. Je l'ai été beaucoup, donc je vais faire une réponse en 2 temps. Puisque moi, il se trouve que maintenant, depuis quelques années, je suis en charge du week-end, le samedi et le dimanche après-midi. Et donc, je suis un peu décalé par rapport à cette actu hard news qui est vraiment très marquée en semaine. Et j'ai aussi voulu faire le week-end pour ça, parce que ce que tu dis est complètement vrai. C'est que le temps, moi, c'est une vraie question qui m'interpelle. Et l'instantanéité dans l'information, je suis toujours très à même de me demander ce que ça apporte. Alors évidemment, le droit à l'information fait qu'il faut avoir les infos le plus vite possible, mais en même temps il faut savoir ce qu'on dit, comprendre ce qu'on dit, contextualiser. Quand j'ai commencé à France Info, il y avait les attentats notamment du GIA à l'époque, dans les années 90, et on balançait les attentats et on n'expliquait pas toute l'histoire de l'Algérie, etc. Et je me disais mais les gens comprennent ce qu'on dit, enfin de quoi on parle, quoi. Et alors évidemment c'est devenu puissance 10 aujourd'hui. Pour répondre à la question sur la journée type, aujourd'hui j'ai pas de journée type vraiment, parce que comme je travaille que les samedis et les dimanches à l'antenne, les jeudis et vendredis, je suis à la radio pour préparer, et notamment préparer cette émission l'histoire à la carte et à la carte qui est le complément. Et le lundi, mardi, mercredi, je suis plutôt off et je fais d'autres activités, et notamment j'écris beaucoup. Mais avant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait tous les postes à France Info, j'ai fait la matinale, j'ai fait le 12-14, j'ai fait le 17-20 pendant 10 ans. Donc j'ai été baigné dans cette actualité en temps réel et dans cette mécanique de l'info. La journée type, c'est forcément, on arrive le matin. La première chose que moi je fais, je jette un coup d'œil à la presse quand même, savoir qu'est-ce qui se passe. Les mails, c'est un peu comme vous, c'est en temps réel, surtout maintenant, on a tous le téléphone. Là, ce matin, j'en ai effacé déjà une quinzaine, une vingtaine. J'en reçois à peu près 300 ou 400 par jour, donc moi, j'efface, quoi, parce que sinon, j'archive. Je regarde si ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, si ça me concerne ou si ça me concerne pas. Dans les périodes où j'étais vraiment en activité de hard news, donc lecture un peu de la presse, et arrivé au bureau, et il y a toujours à France Info une conférence de rédaction le matin, ça c'est maintenu, nous en radio en tout cas, et vous aussi en télé j'imagine pour le 13h et le 20h, qui est vers 9h du matin, où là on décide avec la rédaction en chef, la direction de la rédaction, etc., ce qu'on va faire dans la journée, comment on le traite, quel angle, quel sujet, quel regard on porte, etc. Depuis l'évolution de la radio, il se trouve que maintenant il y a des tranches qui sont affectées à des présentateurs comme moi, c'est-à-dire des anchorman comme on est aux États-Unis, des gens qui portent la tranche complète. Donc pour chacune des tranches, aujourd'hui, il y a un rédacteur en chef qui est attitré et il y a à chaque fois une petite conférence de rédaction concernant chaque tranche. Donc pour le 12-14, il faut une petite réunion après la grande conférence. Pour le 17-20, il faut une autre réunion en fin de matinée, etc. Mais juste entre eux, le présentateur, le rédac chef et les techniciens et les ATAPRO. ATAPRO, voilà un mot très important pour nous. Je ne sais pas si vous avez le même. Vous dites bookers peut-être, vous non. C'est les gens qui passent des coups de fil pour trouver les spécialistes. Alors nous on peut pas, parce que nous, surtout que maintenant avec l'info en temps réel, il faut à peu près 10 invités par heure, en gros, enfin j'exagère, mais donc il y a des gens qui sont payés pour ça, des bookers. À France Inter ils appellent ça des bookers, nous on appelle ça des ATAPRO, donc qui passent leur temps à téléphoner, et donc les ATAPRO sont à ces réunions. Voilà un peu, et puis après évidemment on rentre dans le dur du sujet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la rédaction, on décide les sujets, puis après on traite, donc les ATAPRO appellent les gens pour savoir qui on invite, qu'est-ce qu'il va raconter, qui on peut avoir sur le sujet, le journaliste prépare ses questions, prépare sa tranche, dans quel ordre on commence, qu'est-ce qu'on met en premier, etc. Voilà un peu comment ça se passe. Pour les gens qui sont en temps réel. Pour moi, le week-end, c'est un peu plus light. Enfin bon, j'ai aussi passé l'âge d'être trop dans le dur maintenant. Enfin, j'en ai un peu marre. Merci. Alors, on va rester sur ce sujet des ATAPRO.
À savoir, comment est-ce que vous choisissez justement vos experts? Qui est-ce que vous interviewez? Comment se fait la sélection? Laurence, vous me disiez que vous le faisiez vous-même. C'est du réseau. Comment vous faites pour élargir? On a un vieux carnet d'adresses, donc depuis de longues années que l'on travaille, qui se réactualise au fil du temps. Quand on a besoin d'un spécialiste, je sais pas moi, de psychiatrie, on appelle la com de la PHP, par exemple, le service de communication, qui lui va nous donner tout le listing des spécialistes, etc. Il y a quoi comme autre fenêtre? Nous avons donc les bureaux de presse, et c'est là que ça vous intéresse, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de mails avec par exemple le bureau de presse X qui va organiser la journée du diabète et qui nous propose des experts, le docteur machin spécialiste en diabétologie, l'autre docteur, etc. Donc pour nous c'est super séduisant. Pourquoi? Parce qu'on a clé en main, dans un délai de fabrication super rapide, le spécialiste qui va être approché grâce à un 06 que l'on a dans l'instant. Et comme on n'a pas toujours de booker sur certaines rédactions, et bien justement c'est le bureau de presse qui fait office de booker. Et c'est ça qui est intéressant pour vous, c'est-à-dire que nous, ce qu'on attend de vous, c'est de nous donner les meilleurs spécialistes, les plus indépendants. Donc c'est là que la déontologie par rapport à votre travail entre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on a besoin de spécialistes crédibles, validés, indépendants, qui ne soient pas maqués avec des labos, par exemple, pour qu'on ait une parole d'expert qui soit la plus, comment dirais-je, la plus éthique possible et la plus rapide possible. Et c'est là qu'entre en jeu votre réseau, à vous, des attachés de presse, quand vous lancez des opérations sur une journée, un salon, un séminaire, etc. On a vraiment besoin de vous pour ça aussi. Je vais confirmer en partie la réponse de ma consoeur, notamment sur la question. D'ailleurs, je souscris totalement à la dimension parfois un peu angoissante du hard news et l'obligation qu'elle porte d'avoir quelqu'un qui répond rapidement. Quand on cherche un expert, je me découvre moi-même booker en l'occurrence, donc je contacte moi-même directement les experts en question. Et effectivement, il y a deux critères qui comptent vraiment pour qu'une personne soit, on va dire, ferrée comme un expert référent de votre rédaction, c'est qu'il réponde vite et qu'il soit pertinent et compétent. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de retour négatif a posteriori après publication d'un article sur le fait qu'il aurait pu vous aiguiller sur une mauvaise réponse ou une erreur factuelle ou une erreur d'analyse. Et c'est vrai que c'est un élément important puisque lorsqu'un spécialiste a été identifié comme répondant rapidement et répondant bien, pour dire les choses assez clairement, on a tendance à vite le rappeler. Donc il y a vraiment une logique de pied dans la porte, je pense qu'il est difficile pour vous. Le pied dans la porte est dur à mettre, mais une fois qu'il est mis, il est bien mis et la porte restera toujours ouverte en réalité, parce qu'on est nous-mêmes contraints par le temps et qu'on a tendance à se reposer souvent sur les mêmes experts dans la mesure où on arrive à vérifier leur crédibilité et qu'elle reste constante. C'est quand même un élément important. Et il faut aussi voir que dans la masse du public qui lit les articles, dans la masse de la concurrence, on peut nous avoir souvent l'impression de faire appel aux mêmes experts quand on a le nez dans le guidon, mais du point de vue du public ou du lectorat, c'est pas un expert qui revient forcément souvent. Voilà. Donc nous, on a parfois même ce tropisme journalistique de se dire tiens, on appelle souvent les mêmes. En fait, bon, en réalité, on les appelle pas tant que ça. Il y a vraiment une logique de nez dans le guidon. Mais ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner aux communicants. C'est très dur de rentrer parmi la masse des personnes à appeler, mais c'est parfois des positions garanties quand la compétence reste constante et la disponibilité reste constante. Et l'indépendance, évidemment. Alors, déjà une bonne astuce, mais est-ce que ça veut dire que les attachés de presse et les communicants aujourd'hui doivent accepter finalement de se faire court-circuiter parce que vous n'avez plus le temps finalement de passer par eux et que vous appréciez qu'ils donnent directement le contact et si vous les appelez, c'est ça, il faut arrêter d'avoir des intermédiaires? Non, je comprends pas ce que tu dis. Est-ce qu'il faut plus appeler directement l'attaché de presse et appeler directement l'expert? Alors moi je vais répondre pour France Info puisque c'est vraiment un média d'information immédiat. C'est vrai que plus on va vite vers la personne idoine, mieux c'est. Donc généralement les ATAPRO chez nous n'appellent pas d'agence de presse, ils appellent directement les experts, les spécialistes. On a aussi un carnet d'adresses depuis des années qu'on remplit, etc. Par contre ce que vous pouvez apporter c'est quand vous avez un expert sur un sujet, c'est le faire rentrer dans le fichier, c'est ça le truc. Alors là c'est compliqué parce qu'il faut être vraiment dans un timing très, très optimal. C'est-à-dire qu'il faut avoir le bon expert au moment où on en a besoin.
Alors c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus, enfin, moi je note qu'il y a souvent des mails de plus en plus d'agences de com ou d'agences de presse qui disent tiens, demain c'est tel sujet, notez bien qu'on a cet expert qui est à votre disposition si vous voulez. Donc c'est un moyen de mettre le pied, de glisser le pied dans la porte, effectivement d'anticiper un peu, de prévoir des experts qui peuvent nous intéresser. Mais au moment même, c'est-à-dire dans l'immédiateté, c'est vrai qu'on ne passe pas par les attachés de presse, ça c'est sûr. J'ai un exemple parce qu'on travaille beaucoup, nous, en production, parce que Télématin, il y a des journaux qui dépendent de l'info, mais il y a aussi toute la partie des chroniques, c'est de la production. Donc on a un champ de 2-3 semaines de visibilité, ce qui est vachement confortable et c'est beaucoup moins anxiogène pour le coup dans notre métier. Une attachée de presse, un bureau de presse m'envoie des mails sur la journée mondiale de la méningite, c'est le 24 avril. C'est royal au bar, elle m'a tout calé. Elle a calé l'abstract sur ce qu'est la méningite aujourd'hui, les chiffres, quels sont les traitements et les experts disponibles, référents. Et les gars, ils sont super disponibles pour venir parler à la télé de la méningite, etc. Donc là, elle a fait un boulot de rêve. Je vous montrerai le communiqué de presse. C'est vraiment cousu main. Où on a, sur un petit format A4, on a tout. On a le quoi, le quand, le comment, le qui. On a les fondamentaux de notre métier qui sont les 5 W de Laswell, comme on dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, avec qui, comment, etc. Et donc, les bons bureaux de presse et les bonnes attachées de presse sont en fait des journalistes pas en herbe ou alors d'anciens journalistes, et c'est pour ça qu'on dit que les meilleurs attachés de presse sont des anciens journalistes parce qu'ils vont droit au but sur ce que nous on attend, ce dont on a besoin justement sur la fabrication même d'un sujet qui est finalement très rapide mais avec les bases du métier qui sont les 5 W en fait. Si je peux juste rajouter un truc, c'est formidable ce que tu dis, mais moi je vais taper un peu sur ma rédaction, mais je pense que ma rédaction en chef, elle s'apercevra que c'est la journée de la méningite. Non, même pas la veille, le matin. Ou en ouvrant le Parisien, ou j'en sais rien. Donc ça va être plus compliqué d'avoir le bon expert, le dossier complet, le machin, le bidule. Alors c'est ça la vraie difficulté, c'est que, et malheureusement, c'est pour ça que je dis que l'immédiateté et le temps dans l'information, la compression du temps fait que ça fausse complètement les choses. Peu chez nous. Nous, on est vraiment dans le truc de l'actualité, le factuel, ce qui tombe, ce qui arrive. Donc c'est compliqué d'anticiper ce genre de choses. Voilà. C'est intéressant, hein. Merci d'être là tous les trois parce qu'on a la radio, on a la télé, on a la presse écrite et j'ai l'impression que c'est une temporalité tous les trois qui est vraiment différente du temps réel plutôt de votre côté à beaucoup plus de temps pour Télématin sur de l'actu, sur des prévisions. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre les deux. Vous faites les deux en fait, non ? On fait les deux, on essaie de prévoir. En fait, il y a un certain nombre de sujets, assez classiquement, ce qu'on appelle des marronniers dans la presse. Bon, c'est pas une grande information pour vous de dire qu'effectivement ça existe et que ça revient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir la survenue d'un attentat, on peut pas prévoir l'arrestation de Carlos Ghosn, mais on peut prévoir les soldes et on peut prévoir la grippe. Et avec la dimension parfois tragique que ça peut avoir aussi, hein, pas uniquement sur un sujet léger ou purement lifestyle. Donc ça, on peut prévoir et on est effectivement dans le mix des deux, dans la partie hard news et dans la partie magazine. Alors maintenant, c'est vrai que nous, dans le point .fr, on a plutôt tendance à privilégier la partie hard news, mais il peut y avoir une prévision en amont, c'est-à-dire qu'un rédacteur en chef peut découvrir le matin même, effectivement, la journée de la méningite, mais conseillé éventuellement par ces journalistes qui lui font remonter quand ils sont spécialistes d'un domaine, il peut avoir un planning prévisionnel, on va dire, des marronniers qui seront traités et qui sont quand même toujours des sujets qui marchent bien, parce que les gens, eux, s'intéressent à un sujet à un temps T. Vous voyez, ils s'intéressent aux soldes quelques jours avant les soldes. Nous, on connaît un an avant la date des soldes, donc on peut un peu anticiper. C'est une des rares fois où, effectivement, on peut anticiper, on essaie de ne pas s'en priver. Et Laurence, vous nous parliez justement là d'une communication parfaite en or que vous avez reçue. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi tous les deux, vous disiez les mails, je les ouvre et je les ouvre pas. Comment on fait pour que vous les ouvriez et comment on fait pour attirer votre attention? C'est quoi un bon mail? Oui, moi il y a un truc qui est très important, c'est de cibler.
C'est-à-dire qu'il faut envoyer les bons mails aux personnes qui peuvent être intéressées. J'ai un exemple parce qu'elle est là dans la salle, c'est Morgane. J'ai reçu un jour un mail. Bon, il se trouve que je fais le samedi, tu l'as dit, une émission avec Thierry Marx autour de la cuisine, l'histoire de la gastronomie, le patrimoine, etc. Et j'ai reçu un jour un mail me disant les Chartreux vont fêter le déménagement de la distillerie. Ça fait 150 ans, enfin 800 ans, j'ai plus les dates exactes, bref. Et j'ai dit, ça m'a fait tilt. J'ai dit, tiens, pour l'histoire de la carte, ça pourrait être un sujet sympa. Donc voilà. Le mail m'a intéressé parce que c'est un sujet qui me concernait. Mais par contre, je reçois des trucs alors sur l'aménagite, la santé, tout ça. Donc il faut vraiment cibler. Alors c'est difficile pour vous de savoir qui fait quoi parce que chez nous ça change aussi beaucoup. Les rédactions sont très polymorphes, polyvalentes, en mouvance et parce que aussi on a des services et il faut savoir s'adresser au bon service, quoi. Mais je pense que l'idée de bien cibler le mail à la bonne personne, c'est un bon truc. Et pour le coup, on a fait un sujet à la radio, et il y a même eu un article dans le Figaro, enfin voilà, ça s'est développé, ça fait des choses intéressantes. Bien ciblé, mais les gens changent. C'est-à-dire que quand vous avez votre catalogue de contacts de journalistes, les journalistes bougent. C'est un peu la vertu du journaliste. Les journalistes changent de poste, changent d'entreprise, etc. Donc quels sont vos outils ? Moi, ça m'intéresse de savoir aussi de l'autre côté. Quels sont vos outils pour savoir comment bougent les journalistes ? C'est-à-dire quelle traçabilité vous avez de leur migration vers une autre rédaction, vers une autre entreprise, etc. Parce que souvent, on se rend compte que les catalogues de contacts ne sont pas mis à jour. Alors, je le prends un peu pour moi. Donc, je représente la société Cision qui anime ce débat. Et effectivement, on fournit à presque 70% des communicants des bases de données journalistes, des solutions logicielles où on a des gens derrière qui travaillent depuis 35 ans à téléphoner et à confirmer les posts, les sujets de prédilection, le média et les contacts du journaliste. Donc effectivement, comme toute base de données, elle est jamais vraiment totalement à jour à l'instant T, mais en tout cas, c'est ce type d'outil qu'utilisent la majorité des communicants, que ce soit ceux de Cision ou les autres, et c'est sûr que la mise à jour est pas nécessairement tout le temps parfaite. Alors c'est aussi un peu notre faute parce que moi je reçois parfois des mails alors je sais pas si c'est de vous ou pas qui disent est-ce que vous êtes toujours spécialiste du machin du bidule. Très honnêtement je réponds pas parce que je prends pas le temps de le faire, quoi, là. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour vous aussi de savoir qui fait quoi et comment on bouge et tout ça. C'est vrai que c'est oui, non, mais c'est un peu délicat, quoi. Je vais rajouter une brève anecdote. C'est vrai qu'effectivement, nous aussi, on a des problèmes de traçabilité des journalistes avec des communicants qui nous appellent pour parler à un journaliste qui ne travaille plus chez nous, parfois depuis des années. On a parfois aussi un cas un peu plus gênant. Je ne citerai pas de nom, j'ai pas de nom en tête, mais on a des gens qui nous appellent pour connaître encore, par exemple, le prix de la publicité ou la situation de notre publication papier. Et je rappelle que François, le journal, n'existe plus en papier depuis 2011. Alors je sais qu'il existait depuis 1944, qu'on a eu le temps de beaucoup s'habituer, mais quand on voit quelqu'un qui nous demande ça, bon, on pouvait comprendre de cette erreur en 2012, en 2013, mais on est en 2019, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis le début de l'année, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a parfois un problème d'actualisation, même de la situation de la presse. Bon, c'est un peu embarrassant, mais c'est encore assez rare, mais ça arrive de manière continue depuis que je travaille dans ce journal. Donc. Est-ce que vous pouvez revenir sur le communiqué de presse parfait, celui qu'il vous faut ? Alors moi, dans le jeu du j'ouvre pas, je pense que l'élément le plus important, donc quand on n'a pas encore pris connaissance du communiqué de presse, c'est vrai que c'est l'objet du mail. Moi, je suis assez attentif à l'objet. L'objet du mail, à mon avis, pour un communicant, même si je ne connais pas parfaitement votre profession, mais c'est à peu près l'équivalent pour un journaliste web du titre. C'est celui qui, dans le moteur de recherche, va faire, parfois d'ailleurs on peut s'en plaindre, que vous allez ressortir plutôt qu'un autre. Donc moi, quand je ne connais pas l'envoyeur, je regarde l'objet. Et c'est l'objet qui donne envie d'ouvrir. Et après, effectivement, le communiqué parfait, c'est un peu ambigu. C'est celui où on sent, dans la manière dont il écrit, déjà qu'il y a effectivement une facilité d'accès au contact qui va être proposé, une immédiateté, comme disait mon confrère et ma consoeur. Et c'est également, ça je pense que c'est important, je voudrais juste m'étendre dessus, le bon communicant ou la bonne approche, c'est celle où le communicant va faire sentir au journaliste que la personne dont il fait la promotion, ou l'entreprise dont il fait la promotion, s'il est contacté, va se plier à l'exigence journalistique. Je voudrais juste dire un petit exemple. Moi, je travaille plutôt sur des sujets économiques. On est parfois contacté par des communicants pour faire un zoom ou une promotion. On n'est pas dû penser que c'est une forme de promotion de telle ou telle entreprise, qu'on veut la présenter son activité.
Moi, oui, j'ai besoin de sentir parce que ça m'est déjà arrivé que si on me parle par exemple d'une startup X qui fait 300% de croissance sur un an, et si j'appelle la dite startup et que je lui demande son chiffre d'affaires, qui est la question de base absolue de la presse économique, que le dirigeant de la startup me réponde pas, on communique pas là-dessus. Je veux dire, moi, je suis journaliste, j'ai besoin de savoir quel est l'impact de ton entreprise dans l'environnement économique. On se retourne vers le communicant. On lui dit, attendez, le gars veut pas répondre à quel est son chiffre d'affaires. Moi, je peux pas faire un article journalistique comme ça. Donc même des fois, idéalement, si c'est par exemple sur ce genre de sujet écrit dans le communiqué, on peut sentir qu'il y a une volonté de transparence ou moins de communication assez franche qui peut, on va dire, inciter à donner suite. Parce que si on sent que tout va être verrouillé et que de A à Z, ça va être promo, ça s'appelle un public reportage, ça s'appelle plus un article dans ces cas-là. Alors, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Vous avez parlé de WhatsApp au tout début. J'aimerais qu'on voit ensemble les nouveaux canaux de communication que vous utilisez et aussi parler de la place des réseaux sociaux dans votre métier. Je pense que ça a quand même été un des grands bouleversements de la presse et des journalistes. Je voudrais savoir, vous, comment vous utilisez ces réseaux sociaux, comment vous les voyez dans votre métier et est-ce que vous utilisez des nouveaux canaux de communication ? J'en profite pour dire aux gens qui nous regardent sur Facebook de ne pas hésiter à poser leurs questions puisqu'on les regardera et on pourra les poser à la fin de ce débat. Voilà, donc au sujet des nouveaux canaux de communication et des réseaux sociaux, comment vous voyez ça et comment vous les utilisez ? Alors chez nous, à Radio France, c'est très réglementé, c'est-à-dire que le réseau social doit être utilisé à des fins privées et les informations d'abord à la rédaction avant d'être diffusées sur les réseaux sociaux par les journalistes qui sont sur le terrain. Ça, c'est un élément de base fondamental. Tous ? Twitter, Facebook. Ah oui, c'est d'abord on donne son information quand on est sur le terrain et qu'on voit quelque chose. On ne fait pas une photo d'un accident de train sur le réseau social en disant 36 morts à Bordeaux. D'abord on appelle la rédaction, il y a une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord on travaille pour une rédaction. Ça c'est le premier élément de base. Le deuxième, moi personnellement j'utilise quasiment que à des fins privées, c'est-à-dire pour mes activités autres que la radio. La radio j'utilise très très peu ou pour la promotion de l'émission de Thierry Marx. Voilà, c'est... Vous n'êtes pas incité par la rédaction à les utiliser justement ? Personnellement, non. Il n'y a pas de. Je vous dis, la règle, c'est le réseau social, c'est un truc un peu privé. Et d'abord, on passe à la rédaction. Donc, dans votre cas, vous travaillez. Alors après, une fois qu'on a donné à la rédaction, on peut donner des informations, mettre des photos en plus qui peuvent intéresser les gens. Ça, c'est évidemment quand on a un reporter sur le terrain, qu'il est quelque part, il peut diffuser des photos sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, il faut qu'il les ait envoyées à la rédaction pour le site internet, et puis pour toutes les informations. Donc aujourd'hui, pour vous contacter, c'est téléphone, email, rencontre. Oui, absolument, oui. Parce que de toute façon, pour le réseau social, pour se contacter, il faut être abonné l'un à l'autre, notamment sur Twitter. Donc, je vois pas qui peut me contacter si je suis pas abonné à lui, quoi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors moi, je suis beaucoup plus circonspecte sur les réseaux sociaux. Je pense que je fais figure de journaliste archaïque peut-être, mais j'assume complètement ma singularité, parce que je sais qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Pour ce qui est des images publiées sur les réseaux sociaux, à la rédaction, on vérifie, donc il y a un bureau de vérification qui va vérifier les images. Rappelez-vous, pendant les manifs, des gilets jaunes, etc., il y a beaucoup d'images de heurts, des fakes. Alors les fakes, en veux-tu, en voilà. Donc on a vraiment maintenant des bureaux de vérification de toutes les images. Pour ma partie donc à Télématin, d'abord il y a le site de Télématin qui fait son job avec Twitter, Facebook, Télématin officiel, où on va faire, nous, un petit résumé de notre reportage, avec d'ailleurs une journaliste dévouée au web, donc qui va faire un mini-reportage avec son iPhone, etc., et qui va faire une petite synthèse de tous nos reportages. Ça, c'est une chose. À titre personnel, c'est trop. Nous, on a des mails à longueur de journée, des coups de fil à passer, des WhatsApp, des textos. Moi, je ne peux pas physiquement, dans le temps qui m'est imparti dans une journée de veille, il y a le sommeil et puis il y a la veille, et bien dans ma journée de veille, moi je n'ai pas le temps d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, LinkedIn, je ne me sers pas de mon LinkedIn, je ne me sers pas de mon Facebook, et quand je commence à y entrer, mon Dieu, je vois 50 messages en attente, 40 demandes d'abonnement, etc. C'est trop. Donc, pour moi, je ne sais pas ce qui va remplacer Facebook et Twitter dans les 5-10 années à venir, mais pour moi, c'est déjà obsolète. Parce que on est abreuvé
de contacts, on est abreuvé de demandes, de gens qui ne sont pas du tout dans notre cible et dont on n'a rien à faire. Et nous, on n'a pas le temps de se poster à la plage aux Maldives avec nos enfants, etc. On est hors sujet. Donc c'est trop. Donc vous vous en servez pas non plus dans votre métier pour aller chercher. Je m'en sers d'une seule fois, c'est quand je sors un bouquin. Et là, je prends une web, je sais pas comment on appelle ça, média social manager. Je recrute une jeune fille, elle s'appelle média social manager. Et donc je la paye pour qu'elle me fasse le job de la sortie de mon bouquin. Et basta, c'est tout. Mais le reste du temps, moi, c'est pas possible. J'avais compris la question à titre personnel. Évidemment, France Info a des réseaux sociaux, mais qui sont gérés par France Info. C'était ça la question. Oui, bien sûr. Non, mais moi, à titre personnel, voilà, j'ai dit, moi, j'utilise très peu, que pareil pour mes bouquins, mes trucs. Mais France Info, on a créé une agence il y a quelques années déjà. C'est une agence interne qui a d'abord pour rôle de vérifier toutes les informations avant qu'elles soient données à l'antenne, et qui a pour rôle aussi, en lien avec le service web, de diffuser ces informations par les réseaux sociaux. Donc, on a évidemment Facebook, Twitter, enfin, on est surtout les Instagram, mais c'est géré par une agence, nous au sein de France Info, qui vérifie tout et qui dispatche tout au nom de France Info. Voilà, France Info a ses réseaux sociaux bien évidemment, mais moi c'est une équipe spéciale détachée pour ça. Voilà, moi je répondais tout à l'heure pour la question un peu plus personnelle. Personnellement, je dirais que toute presse internet qu'on est à francesoir.fr, on reste assez circonspect quand même sur l'utilisation des réseaux sociaux. Alors après, c'est peut-être aussi parce que nous à François, on est une presse internet, mais qui n'est pas issue, on va dire, du mouvement internet, un journal qui existait bien avant. Effectivement, on a une double méfiance. On a une méfiance par rapport à la recherche de sources. Alors l'avantage de Twitter, Facebook, c'est une certaine immédiateté, mais ce qui pose toujours la question de la vérification de la source, surtout sur Twitter. On fait encore plus attention avec Facebook. On a plutôt tendance à essayer de s'informer sur Twitter. On reste très prudent, surtout qu'on doit vérifier vite, et dans le doute, on préfère ne pas y aller. Et on a aussi une méfiance même par rapport à la diffusion de nos propres informations. Les réseaux sociaux sont des outils, mais ça reste des outils qui vous rendent dépendants parce que vous ne maîtrisez pas les algorithmes. Par exemple, typiquement, l'algorithme Facebook qui a changé, ça a fait fermer en partie BuzzFeed France, sauf erreur de ma part. Donc, on essaie de rester indépendant au maximum de ce type d'outils. Donc, ça peut paraître paradoxal pour la presse Internet. Et même en termes de contact, on privilégie encore clairement l'email, parce que Twitter et Facebook, c'est parfois encore moins ciblé que l'email. L'email, il y a quand même en général une activité humaine, même s'il peut y avoir des robots qui balancent en masse des emails. Donc, c'est généralement encore moins ciblé. Et donc je dirais que même l'email, ça reste encore, pour un communicant, la meilleure manière de nous contacter. Mais si on m'envoie un pigeon, je m'en souviendrai cependant. Il y a une petite utilisation de Twitter qui peut être intéressante que nous, les AtaPro, chez nous, utilisent. Quand il y a une information qui tombe, elle regarde toujours les fils Twitter des personnes qui sont un peu intéressées par le sujet ou concernées. Et si elle voit que la personne réagit, dit tiens, je suis pas sociologue sur un sujet, je suis scandalisé par ce qui vient d'être dit, patati patata. Donc elle sait qu'elle peut appeler cette personne parce que la personne en question a quelque chose à dire. Donc c'est un moyen pour nous de veille et d'alerte, de suivi. Mais alors on avait lancé une étude qui confirmait ça, effectivement, que les journalistes s'en servaient plutôt comme un outil de veille, effectivement. Voilà, qui permet de savoir qui a des choses à dire sur les sujets, qui peut être intéressant, etc. Mais c'est vrai que la fiabilité sur Twitter, alors n'en parlons pas parce que Twitter, il y a tout et n'importe quoi, donc c'est pas sur Twitter qu'on va chercher, les infos, ça c'est sûr. Par contre, on peut trouver des gens qui peuvent être intéressés, des gens qu'on connaît par ailleurs, qu'on a dans nos fichiers, mais dont on sait qu'à ce moment-là, ils peuvent intervenir. Mais restons un peu sur les réseaux sociaux. Vous-même, votre travail de journaliste, vous ne semblez pas les utiliser plus que ça, même si j'imagine qu'ils font quand même partie de vos journées. Mais est-ce que dans ces réunions que vous avez le matin pour décider des sujets dont on parle, est-ce que ce sont des sujets qui sont traités? Par exemple, tel sujet fait le buzz sur les réseaux sociaux, il faut en parler. Est-ce que vous regardez un peu les chiffres et ce qui boue un peu sur les réseaux sociaux pour décider des sujets qui vont être traités? À quel moment c'est pris en compte les réseaux sociaux Alors chez nous, c'est la concurrence, c'est-à-dire que quand une image est sur Facebook, on l'a vu, les gilets jaunes, etc., des images un peu choquantes, hop, BFM. Tout de suite, il y a des médias qui prennent plus de risques, qui vérifient moins, qui sont plus dans le marketing, etc. On dit merde, l'image est sur BFM. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, on revérifie, on survérifie. Avec un temps de retard, on peut ou pas donner l'info sur l'image qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà, on a comme un warning. Mais sinon, c'est la vérification qui domine, en fait.
Mais ça n'engage pas nécessairement les sujets de la journée. Je veux dire, c'est pas quelque chose. Vous n'avez pas de community manager. Enfin, vous avez certainement des community managers dans vos rédactions qui viennent, par exemple, pendant ces réunions, dire attention, sachez que tel sujet ça marche mieux que tel sujet. Je pense que tout le monde est en alerte. Les rédacteurs en chef souvent sont beaucoup sur leur téléphone et sur les réseaux sociaux et ils ont des warnings permanents. Ça veut dire que les gens qui sont responsables de l'information, eux, ont carrément un fil à la patte. Justement, c'est pour ça que moi je veux pas de responsabilité, je veux pas de rédacteur en chef, parce que ça, c'est un fil à la patte, H24, jour et nuit, où quand il y a un truc qui clignote ou qui teinte sur le réseau, eh ben on est obligé d'aller voir ce que ça donne, comment c'est relayé, par qui c'est relayé, et c'est un enfermement total. Je dirais que effectivement, c'est pas les réseaux ou les trends, on va dire, qui définissent la ligne éditoriale. Parce que de toute façon, si tout le monde fait la même chose, il n'y en a qu'un seul qui est lu à la fin. Donc de toute façon, parfois il vaut mieux ne pas faire comme les autres ou pas en même temps que les autres, pas avec la même temporalité. Si éventuellement il y a on va dire un impact de ce type de réseau sur la ligne éditoriale, c'est pas sur le choix des sujets, ça peut être dans une certaine mesure sur le titre, dans une logique de SEO. Voilà, il y a des mots qui ressortent mieux que d'autres, il y a des manières de construire les titres qui ressortent mieux que d'autres, mais ça n'impacte ni le choix du sujet, ni le contenu du sujet. Ça peut impacter à la marge, ou parfois plus franchement sur des sujets plus légers, c'est vrai, ou qui ont vraiment une très forte présence sur les trends. Ça peut impacter le titre. Bon. Là encore, les réseaux sociaux chez nous peuvent servir d'alerte. C'est-à-dire que moi, notamment, quand je vois des infos, etc., qui peuvent nous intéresser, il y a des choses qui apparaissent, mais toujours vérifier, comme le dit Laurence, bien évidemment, à la rédaction. Mais c'est tout au long de la journée, hein, c'est pas simplement à la rédaction du matin, c'est dans la journée, les AtaPro, elles sont toujours en train de regarder Twitter, etc. Et puis les journalistes aussi. Et dès qu'on voit un truc tiens, il y a ça, là, vous avez vu, ça. Donc on en parle, qu'est-ce qu'on fait donc voilà. Et après, on regarde, on vérifie, on va creuser un peu. La deuxième chose, c'est que quand on est, par exemple, en spécial, sur un sujet particulier, on peut mais on peut regarder comment les réseaux sociaux traitent l'information. Et là, à ce moment-là, on détache un journaliste qui fait du desk et qui ne fait que regarder les fils, Facebook, Twitter, etc. Et puis qui vient de temps en temps faire un petit papier à l'antenne pour dire la mort de Johnny Hallyday sur les réseaux sociaux, ça cartonne. Alors, il y a Trucmuche qui a donné son émotion, il y a machin, etc. Parce qu'il y a des réactions de personnalités qui ne viennent que sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il y a beaucoup de ministres, notamment, de personnalités publiques, réagissent officiellement et en premier sur les réseaux sociaux avant de faire un communiqué de presse. Donc souvent on voit passer Trump en est l'exemple le plus parfait, quoi. Donc on a une alerte par rapport à ça aussi, et quand on est sur un sujet précis, en spécial notamment, il y a quelqu'un qui est détaché pour regarder tout ce qui se passe et le rapporter à l'antenne si c'est intéressant. Ça fait partie des nouveaux métiers c'est pas un nouveau métier, c'est un journaliste de la rédaction qui fait du desk, hein, voilà. Au lieu de lire la presse ou de regarder les dépêches, il regarde les réseaux sociaux pendant une demi-journée ou une journée spécifiquement. Oui, bien sûr. C'est une vraie question de génération. Nous, on le voit à la chaîne Info, France Info, donc en partenariat radio-télé France Info, où l'effectif journalistique, c'est des gens de 25-30 ans. Ils ne sont pas du tout construits de la même façon que nous, allez, on va dire, des plus âgés, parce qu'ils sont nés dedans. Ils ont cet outil depuis le début, alors que nous l'avons acquis. Donc les réflexes ne sont pas du tout les mêmes en fonction de l'âge des rédactions. Donc ça va aller, l'impact des réseaux sociaux sur le métier va en fonction de la pyramide des âges, oui, je pense, à moins que d'autres réseaux sociaux ou d'autres modes de communication, ce que je crois, vont arriver dans les années qui viennent. Je pense que déjà Facebook est obsolète parce que justement il n'y a pas de tri. Twitter est obsolète parce que c'est à tout va. Je pense qu'on va aller vers des réseaux sociaux de plus en plus ciblés, de plus en plus techniques et de plus en plus professionnels. Un peu comme les sites de rencontres finalement. Ouais, exactement. C'est déjà engagé, hein. France Info a créé le Média Global il y a 5 ou 6 ans, qui était déjà ça un peu à l'origine. C'est-à-dire, on est une radio, mais on n'est pas seulement une radio. On est aussi sur le web, on est aussi sur nos réseaux sociaux, ce que je disais tout à l'heure avec notre agence, notre équipe. On est partout et maintenant on est à la télé. Alors, il y a beaucoup de gens, moi je suis étonné, qui pensent que France Info, radio et télé, c'est le même lieu, le même endroit, les mêmes personnes et tout. Je ne sais pas comment vous savez les choses et ce que vous en savez. C'est un peu confus, ça a du temps à se mettre en place. France Info Radio existe depuis 87 et continue d'exister avec son chemin particulier. France Info Télé est un autre canal qui a été créé et qui est fabriqué à France Télévisions, qui n'est pas dans les locaux de France Info. Le seul point d'ancrage, c'est les titres qu'on met toutes les 10 minutes en commun, donc on décroche
chacun de son côté, le canal télé et le canal radio, pour aller vers ce point commun, et quelques émissions qui sont communes le matin et le soir, notamment la politique et des débats. Donc il y a ça aussi qui crée peut-être un peu de la confusion, mais l'idée du média global de France Info, avant même que le canal télé soit créé, c'était de dire France Info, c'est plus seulement une radio, puisque les temps changent, les jeunes, effectivement, c'est un autre paradigme, maintenant on est sur d'autres modes de fonctionnement, donc il faut changer le matériel, quoi. Donc c'est une radio, mais qui est aussi en même temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et maintenant sur la télévision. Le média global, voilà. On a des questions de la part des internautes, je crois. Isabelle, est-ce que... Vos différentes interventions, dont une qui revient sur le choix des sujets. Donc quelqu'un vous dit, quand il y a plusieurs actualités, en tous les cas quand l'actualité s'emballe, comme l'affaire Benalla, l'antisémitisme, le retour des djihadistes, comment faites-vous le choix des sujets que vous mettez à la une, et quel temps vous allez consacrer à chaque sujet? Ça, c'est une question qui a toujours existé, bien avant les réseaux sociaux. C'est la hiérarchie journalistique, enfin, en fonction de l'importance du sujet au moment donné, de ce qui se passe, de la force du sujet. C'est un choix de la rédaction en chef et des journalistes qui sont à l'antenne à ce moment-là. Donc c'est décidé le matin, c'est décidé... on choisit en fonction de l'importance du sujet. C'est à la fois le regard journalistique, la conscience professionnelle qui fait qu'on dit ça c'est très important en ce moment, et ça un peu moins, et peut-être que demain ça sera plus important, et ça le sera un peu moins. Enfin, par rapport au sujet qu'évoque votre question, il y a quand même un premier élément, parce qu'on critique souvent le journalisme pour ça, en le pointant du doigt comme opportuniste, mais la première des lignes directrices, c'est la ligne éditoriale. On ne traite pas un sujet, une affaire Benalla, de la même manière selon la nature du média qu'on est. Tous les médias ne sont pas interchangeables. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Internet, papier, radio, même si les canaux sont parfois les mêmes, tout n'est pas interchangeable. Donc ça, il y a cette première question. Après, comment est-ce qu'on choisit à l'intérieur d'une grosse affaire un sujet ? Ça peut dépendre de plusieurs choses. Donc, outre la ligne éditoriale, ça peut dépendre de la temporalité. Si vous êtes un peu en retard, parce que ce n'est pas vous qui avez eu l'info en premier, vous faites peut-être moins de factuel, parce que tout le monde a déjà fait le factuel et que c'est un autre média qui l'a généré. Donc là, vous êtes plus dans la reprise. Parfois, c'est moins valorisable. Donc quand vous êtes un peu sur le retard, puisque nous, dans la presse écrite Internet, le tempo est très important, vous partez plutôt sur des angles. C'est-à-dire vous essayez de faire un angle que quelqu'un n'a pas fait, puisqu'avec la logique de réseau social et de moteur de recherche, l'info de base, elle a été lue déjà chez quelqu'un d'autre. Donc il faut que vous apportiez quelque chose en plus. Donc vous partez plutôt dans une logique d'angle. Mais la colonne vertébrale de tout ça, ça reste la ligne éditoriale, assurément. Et la ligne éditoriale n'est pas du tout la même en fonction des médias. Que ce soit la presse écrite, Libération ne va pas faire la même une que le Figaro. BFM ne va pas faire la même une dans son journal de 20h que France 2. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a une vision politique au sens large du terme, c'est-à-dire que les rédactions et les rédactions en chef n'ont pas la même sensibilité sociétale, politique, environnementale, etc. Par exemple, hier, au journal de France 2, aux 20h, Karl Lagerfeld, la mort de Karl Lagerfeld est arrivée très très loin, peut-être en 8e ou 10e position, alors qu'il y en a d'autres qui en ont fait la une de la mort de Karl Lagerfeld pendant l'époque du voile islamique. On a beaucoup parlé du voile islamique à un moment donné. France 2 faisait systématiquement l'ouverture de son journal sur l'affaire du voile islamique, alors que d'autres rédactions ne le faisaient pas du tout. Et en ce moment, ou depuis, on va dire, un mois et demi, BFM ouvre ses journaux sans arrêt, systématiquement, sur les gilets jaunes. Alors que nous, on a décidé de mettre la pédale douce. Voilà. Donc c'est vraiment un choix politique. Alors, on a une autre question. Quelqu'un vous demande comment vous vous intéressez à des sujets qui sont peu audibles. Alors, elle donne un exemple qui serait l'aide à domicile auprès des personnes âgées. Voilà. Sensibilité des rédacteurs en chef. C'est-à-dire, il y a des rédacteurs en chef qui vont dire, bah tiens, là, on va être un peu alternatif. On va prendre un risque de mettre un sujet, faire une fausse ouverture, comme on dit, une fausse ouverture d'un journal télévisé, par exemple. On va dire, bah oui, l'aide à domicile, on va faire une fausse ouverture parce qu'il y a un cas intéressant ou de maltraitance dans un hôpital ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment... Et c'est le problème, c'est que c'est souvent des choix individuels. C'est-à-dire qu'il y a un rédacteur en chef qui a donc les pleins pouvoirs, qui va dire, tiens, aujourd'hui, je pense, donc pour la France entière, on parle quand même du journal de 20h, je pense que la France entière va être intéressée par ce sujet en fausse ouverture. Donc c'est un tout petit nombre de journalistes,
souvent un peu décrochés de la réalité, qui ne prennent pas le métro et qui ne sortent pas du périph', je ferme la parenthèse, qui ne sont pas du tout ancrés dans les réalités du français moyen, d'où l'explosion des gilets jaunes qu'on n'a pas vu arriver. Parce qu'on est quand même une micro-société qui vont souvent dans les mêmes endroits, qui côtoient les mêmes gens, etc. et qui sont un peu décrochés des réalités. Moi, je ne connais pas beaucoup de confrères qui prennent le métro, cela dit en passant. Donc voilà, c'est souvent une personne qui va faire basculer la ligne éditoriale. Et c'est un peu dangereux, je trouve. Alors ça, c'est un peu le cas pour France 2, mais à France Info, comme on a une rédaction permanente et en temps réel, on a plusieurs rédac-chefs, donc il n'y en a pas qu'un seul, heureusement, il y a une équipe le matin, et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a des petites rédactions, des petites réunions de rédaction à midi, 15h, etc. Donc il peut y avoir des moments où on décide ça ou ça plutôt qu'autre chose. Pour répondre à la question, c'est l'actualité qui, chez nous en tout cas, c'est l'actualité qui impose les choses. C'est-à-dire que s'il y a un événement autour d'une explosion, par exemple, des aides à domicile, il y en a eu 300% de plus, c'est un truc qui marche vachement bien, voilà, on traitera cette information. Si c'est pas dans une actualité du moment, malheureusement chez nous ça restera un peu en marge. Les sujets vraiment déconnectés de l'actualité, en tout cas pour nous sur France Info, sont très compliqués à mettre en avant et en valeur. Et moi je voulais savoir, dans les chaînes de télé comme France 2 ou TF1, il y a des pôles spécialistes. Donc quand on a un sujet à faire passer, est-ce que c'est mieux d'aller vers les pôles spécialistes, par exemple pour l'aéronautique? Est-ce que c'est mieux de contacter le journaliste aéronautique ou est-ce que c'est mieux de contacter directement la rédaction en chef du journal de 20h ou de... Il faut doubler. Il faut doubler parce que le spécialiste va faire remonter l'info au rédacteur en chef, mais c'est le rédacteur en chef qui a les pleins pouvoirs. Il faut doubler. J'ai une question super concrète. Est-ce que vous répondez aux appels des communicants ou est-ce que vous préférez qu'on ne vous appelle pas? Surtout pas sur téléphone portable. Surtout pas. Ou SMS c'est pas mal, ou mail. Moi je réponds. En général, quand des gens ont mon téléphone et qui m'appellent, je décroche toujours. À la radio, j'ai un répondeur. Quand j'y suis, je réponds. Quand j'y suis pas, je réponds pas. Ouais. Bah, j'ai un bureau avec un téléphone. Les gens peuvent laisser des messages. Bon, en général, je réponds, mais voilà. Moi, généralement, je réponds également. Bon, je réponds jamais aux appels anonymes. Ça arrive des fois de la part de communicants. Moi, ce qui m'agace en général, mais bon, après, je peux comprendre aussi les contraintes de votre travail, c'est quand la personne, le communicant en face, me parle d'une voix très monocorde au téléphone et parle son texte comme s'il travaillait, malheureusement, le pauvre, dans une hotline. Je peux comprendre la situation, mais c'est sûr que c'est pas très emballant. Ça arrive parfois, je comprends les contraintes. Bon, c'est dur de susciter l'emballement en sachant que voilà, celui qui fait ça n'est pas le premier de la journée parfois, n'est parfois pas le dernier dans une journée qui est déjà très contrainte. En fait, on sait qu'un attaché de presse qui nous appelle en direct, c'est pour nous vendre quelque chose. Donc, d'emblée, on est un peu agressé. Ce qu'on aime bien, c'est avoir le mail qui dit « Tiens, on me vend un truc, ok, mais est-ce que je suis la cible? Est-ce que je suis le bon média, enfin le bon canal pour parler du sujet ?» J'avais une question complémentaire sur la priorisation des sujets. Comment vous gérez la priorisation des sujets, d'un autre côté suivi de l'audience, de vos différents supports, et cette immédiateté. Moi je suis toujours étonné, par exemple le matin, si je prends le volet de la radio, grosso modo, vous prenez les 5-6 sujets prioritaires des 4-5 francs de radio, je retrouve toujours les mêmes sujets, et je m'étonne en me disant, mais pourquoi ces mêmes sujets? Parce que un peu dont vous disiez, par exemple. Oui, parce que ce sont des sujets qui sont dans l'actualité du moment et traités un peu par tout le monde, et que effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile de sortir, de faire un pas de côté pour trouver le sujet un peu décalé, un peu différent, qui peut être aussi intéressant, mais il faut qu'il y ait malgré tout, pour nous en tout cas, une actualité du moment. C'est-à-dire que le sujet qui est un peu décalé, il faut quand même qu'il soit lié à quelque chose qui se passe en ce moment. Donc c'est la difficulté de le mettre en avant plus qu'un autre. Une photo est sur BFM. Oui, il y a une forme de suivisme, ça c'est évident qu'il y a. Mais ça devient, ça fait des fois un quart d'heure, le sujet de l'actualité, puis comme par enchantement ça disparaît. Et je dirais que ça pose quand même une sorte de crédibilité ou d'impartialité. Bon, moi je suis annonceur, hein, donc c'est pour ça que je réagis. Ou tout d'un coup un sujet arrive sur France Télévisions, 3 jours après il est sur TF1.
Non, mais il y a une forme de Comment vous suivisme. gérez Oui, ça? il y a une forme de, ben, on le gère. Il y a une forme de suivisme évident de toute façon dans la presse depuis très longtemps. Il y a une forme de course à l'information pour être sûr de ne pas louper l'information qui pourrait être voilà, la plus à même d'être mise en avant. Et encore une fois, c'est compliqué d'en sortir un peu. Après, c'est une nouvelle fois le choix des rédactions en chef de dire le matin. Mais les sujets du matin sont décidés la veille, donc je pense pas que les rédactions s'appellent pas la veille pour dire le matin on va faire ça, on va faire ça. Simplement, c'est parce que c'est dans le pot commun de l'actualité du moment et qu'on pioche dedans, quoi. C'est... J'ai un peu l'impression qu'il y a une évolution de la source de la presse qui est de se sourcer entre presse, entre médias, et non pas d'aller... Je vais vous raconter une anecdote. Il n'y a personne du Parisien dans la salle. Personne dans le Parisien. Je vais vous raconter une anecdote très marrante. Qu'est-ce qui se passe au journal de 13h ou sur les matinales? Les matinaliers, premier journal qu'ils ouvrent, le Parisien. Alors le Parisien, vie pratique, c'est the sujet du 13h. C'est-à-dire qu'on sait d'emblée, quand on est journaliste à la rédaction de France 2 par exemple, qu'on va se taper le sujet du Parisien en page 3, vie pratique. Voilà, parce que c'est un sujet concernant. Les sujets concernants, ça, voilà, c'est l'augmentation du pot de Nutella. Ça, on y va à fond. C'est l'augmentation de l'alcool, d'une taxe, etc. Enfin, tout ce qui peut concerner les gens vraiment dans leur vie quotidienne. Le suivisme, je suis absolument d'accord avec toi. Les journalistes parisiens sont excessivement suivistes. Il y a très peu de prise de risque et très peu s'autorisent l'ouverture sur un sujet qu'ils trouvent intéressant, franchement, qu'ils trouvent concernant, parce que c'est un sujet peut-être sur l'éducation, ou quelque chose d'un petit peu en marge, ou moins grand public, mais qui est révélateur de tout un pan, ou de la société, ou d'un événement à venir. On n'est pas du tout prescripteur de tendance, et on n'est pas du tout dans l'avant-garde des sujets qui pourraient intéresser dans les 6-12 mois les Français. Il y a énormément de suivisme, et l'exemple du Parisien, c'est alors... mais c'est typique. Vous regardez les matinales, vous ouvrez le Parisien, vous allez voir le sujet du Parisien. Pire encore, c'est que parfois il nous arrive, enfin, moi j'ai toujours refusé d'être rédacteur en chef, à la fois pour les raisons que tu disais, puis parce que c'est très compliqué, mais il m'est souvent arrivé de proposer des sujets et qu'on me dise mais non, ça n'a aucun intérêt, et puis 3 ou 4 jours après c'est dans le Parisien, et hop, le sujet revient. Alors, ou l'AFP, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que à un moment ça apparaît comme étant... Il y a une forme de visibilité qui est donnée par l'ensemble de la presse qui fait que le sujet prend une valeur qu'il n'avait pas 4 ou 5 jours avant. Alors ça, c'est la magie, malheureusement, la mauvaise magie de l'information, mais c'est comme ça. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la question de monsieur, qui est effectivement intéressante et qui pose une question, bon, nous qu'on se pose beaucoup dans la presse internet, où il y a beaucoup d'acteurs et une concurrence assez acharnée, c'est entre l'information et le lecteur, entre l'offre et la demande, qui fait l'autre ? Et on n'a pas la réponse à cette question, c'est une réponse complexe. C'est est-ce que parce qu'on parle de certains sujets, les gens les lisent, ou est-ce que les gens sont réellement intéressés par certains sujets de manière spontanée, de la manière dont se forme l'opinion hors des médias, et que donc les médias les traitent a posteriori? La réponse, c'est un peu des deux, mais je vais vous répondre pourquoi on priorise certains sujets. Parce que déjà, il y a des actualités objectives, à un moment donné, et après, c'est la ligne éditoriale qui fait qu'on les traite d'une manière ou d'une autre. Et puis... même si on n'aime pas forcément le dire comme ça, parce qu'on n'est pas arc-bouté là-dessus, la ligne éditoriale existe, il y a des sujets qui n'intéressent pas les gens, il y a des sujets que les gens ne lisent pas, et les traités mobilisent quand même des effectifs de rédaction. Alors il y a des choix aussi de rédacteurs en chef, malgré tout, il y a des choix de ligne éditoriale, on peut faire des sujets dont on sait qu'ils ne seront pas lus parce que c'est important, mais il y a aussi l'environnement économique dans lequel on évolue, qui fait qu'on ne regarde pas article par article combien de personnes le lisent, mais pris dans sa globalité, pris dans le nuage, on va dire, de visibilité des articles, cette question reste quand même importante. On traite les sujets dont on pense que les gens les liront s'ils sont importants. Mais parfois, la presse peut être aveugle. Moi, je fais un petit mea culpa sur ce qui peut intéresser les gens ou pas. Nous, on est un petit observatoire parisien, comme on dit, et on va décider de ce qui va intéresser ou pas le reste de l'Hexagone ou le reste de la planète. Par exemple, on fait très peu de sujets sur l'étranger, en général. Les gens sont quand même intéressés sur ce qui se passe dans le monde. Enfin, je sais pas, on n'est pas micro-centré sur notre Hexagone. Exemple, Trump, on l'a pas vu venir. Les journalistes politiques, internationaux, français, n'ont pas vu arriver Trump, comme on n'a pas vu arriver la vague des Gilets jaunes chez nous. Donc, on n'est pas du tout omniscient, on manque parfois d'anticipation,
et on manque parfois de vision. Et pour ça, il faut aussi écouter des gens un peu alternatifs ou qui ne sont pas dans la masse. Et ça, on ne le fait pas. Monsieur. Comment voyez-vous la place des conférences de presse dans le panel justement de votre journée? On n'a pas le temps. Est-ce que c'est une surcharge finalement? Alors, conférence de presse, moi qui suis présentateur, j'allais dire en journée, enfin, comment dire, oui, présentateur, je ne vais jamais aux conférences de presse. C'est une question qui s'adresse plutôt aux services. Chez nous, les services sont amenés à aller à des conférences de presse. Et je pense que vous rencontrez régulièrement des journalistes spécialisés dans l'économie, dans l'aéronautique, dans le sport, etc. Eux vont aux conférences de presse parce qu'ils savent qu'ils auront les informations à ce moment-là. Le 15 de France, lendemain de match, il y a la conférence de presse du sélectionneur. Forcément, nos journalistes sportifs vont y aller parce qu'il va se dire des choses, on pourra récupérer l'interview du sélectionneur ou des joueurs, etc. Donc la conférence de presse a quand même un rôle et reste importante, mais une fois encore, il faut qu'elle soit ciblée et qu'elle s'adresse, ou en tout cas qu'elle demande aux journalistes les plus concernés de venir. C'est-à-dire, moi, si on m'invite, moi, à une conférence de presse, je n'irai jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment s'adresser à la personne qui peut être amenée, donc vraiment le spécialiste. Là aussi, dans une logique de concurrence acharnée, l'inconvénient d'une conférence de presse, c'est qu'en fait, vous avez un agent qui convoque plusieurs journalistes, qui suggère à plusieurs journalistes de venir pour délivrer une information, ce qui veut dire que tous les journaux auront la même information en même temps. C'est ça l'inconvénient aussi d'une conférence de presse. Si j'étais mauvais angle, je dirais je veux bien venir à une conférence de presse si je suis tout seul ou presque. Mais le problème, c'est que quand vous invitez 5-6 médias à une conférence de presse et que parmi les 5 ou 6 médias, vous êtes peut-être le plus petit, dans le cas de François, quand on invite à des grosses conférences de presse, alors vous avez peut-être la plasticité, la flexibilité dans votre rédaction de sortir l'article en premier, mais vous risquez d'avoir 5 ou 6 articles sur le même sujet, issus par exemple d'une information de la conférence de presse, et par la guerre de la visibilité sur les réseaux, sur les moteurs de recherche, c'est pas forcément vous qu'on va lire. Et quand on le sent en avance, on ne vient pas. Ou alors on essaye d'avoir l'information en amont, en appelant celui qui organise la conférence de presse, en essayant de savoir un peu en avance ce qu'il va dire. Mais là, c'est dans une logique purement de concurrence entre journaux. Mais voilà, le problème de la conférence de presse, c'est la même information pour tout le monde en même temps. Dans l'absolu, c'est même pas l'essence du journaliste qui cherche toujours à savoir avant les autres. Et avant ses concurrents de préférence. Elle est presque décalée en temps, la conférence de presse. C'est-à-dire, nous, on a besoin de l'info en amont. Si vous faites une conférence de presse le mardi à 10h, il y a beaucoup d'éditions qui ont lieu le matin. À 10h, c'est presque caduque pour nous. Et ça vaut pour des gros événements, des politiques notamment. Sur les politiques, tout le monde vient en conférence de presse de politique parce que, ils peuvent annoncer quelque chose. Mais sinon, on préfère avoir les infos et les dossiers en amont pour traiter le sujet le jour J. On va prendre une dernière question. C'est une question beaucoup plus générale, un risque au niveau de la démocratie. Parce qu'effectivement, vous expliquez tout à fait que vous êtes dans l'immédiateté, nous aussi en tant que public. Donc en fait, je pense que chacun, c'est une espèce d'engrenage infernal. Moi je suis comme vous, là j'ai commencé ma carrière il y a assez longtemps. Moi je travaille pour un média syndical, le syndicat autonome. Et il y a 20 ans, effectivement, j'organisais des conférences de presse. Et en fait, on expliquait nos orientations politiques et on avait, pas foule, mais on avait un certain nombre de journalistes qui se déplaçaient. Mais ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et là, maintenant, on n'organise plus du tout ce genre de conférence parce qu'on sait que du coup, on n'aura personne. Mais on organise une conférence sur un sujet précis. Donc là, par exemple, nous, on était impliqués au moment de la grève l'année dernière, SNCF, et on a contribué à débloquer la situation. Là, tout le monde était inquiet de savoir ce qui se passait. Là, on a eu foule. Mais moi, je me dis, au niveau démocratique, est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, à négliger certains sujets de fond en se disant on n'intéressera plus? Et là, moi, je pense à des sujets de fond très importants. Par exemple, là, on va avoir une loi sur les retraites. Et là, la majorité des gens ne connaissent pas le système français de retraite, ne connaissent pas les enjeux. Et en fait, on va s'y intéresser quand ça va nous tomber dessus. Là, il y a des sujets très importants sur la fonction publique. On va avoir des choix de société. Et les Français ne connaissent pas les choix de société qu'il y a derrière. Et en fait, ça va nous tomber dessus. Ça va nous tomber dessus comme les gilets jaunes. Et là, on va dire, ah, oui. Alors, il y aura peut-être des grands mouvements sociaux, peut-être rien. Mais, je veux dire, au niveau des choix de société, on est pris dans un engrenage qui fait que
On ne réfléchit plus. Et moi, je pense par exemple à une instance extrêmement Attends, on va importante, le Conseil économique, social, environnemental, on n'en entend jamais parler. Alors que c'est technique, tout ça est très technique, donc ça demande du temps. Voilà. Non, mais je crois que vous avez raison, parce que mais c'est une question sociétale globale, c'est pas simplement une question de la presse. Hein. C'est la société dans son ensemble est soumise et écrasée par une accélération du temps qui est en fait un leurre, est un leurre, parce que plus on crée on croit créer de l'espace temporel en accélérant le temps, et en réalité non, parce qu'on crée en même temps une multiplication d'activités et de choses qui fait qu'on n'a quand même jamais le temps de rien faire et de réfléchir et de voir à long terme. Et c'est un vrai problème dans lequel la presse est incluse, et malheureusement, je crois que vous avez raison, et moi, j'ai pas la solution. Je crois que la presse s'est fait prendre au piège de la temporalité et de l'accélération de la temporalité. Et à mon avis, c'est une erreur. Il faut savoir prendre le temps de reculer, de réfléchir, de regarder et d'avoir des perspectives à un peu plus long terme que simplement je disais tout à l'heure qu'on va apprendre le jour de la journée, le jour même, et là c'est pareil, comme vous dites, on va prendre le truc sur les retraites, la loi des retraites, on va le découvrir la veille ou 2 jours avant. Mais alors, peut-être un peu en amont, on aura peut-être le temps d'en parler un peu en amont, mais ce sera déjà trop tard. C'est-à-dire que même si on le fait 15 jours avant, une semaine avant, c'est un peu trop tard. Vous avez raison, complètement raison. Alors on va devoir clore le débat, malheureusement, on pourrait en parler encore des heures. J'aurais une dernière question à vous poser. À votre avis, c'est quoi le challenge, le plus grand challenge du journaliste aujourd'hui? Faire vite et juste. J'ai là, on va dire pas mieux, mais oui, je pense que Baconso a raison. On aura beaucoup de mal à revenir sur la temporalité, l'excessive temporalité, d'autant que même le public aussi, le lecteur répond à une temporalité immédiate. La dame a posé une question très intéressante sur le fait qu'on ne connaît par exemple pas, à l'approche d'une réforme sur les retraites, les conditions de notre système de retraite. Mais si je tape sur n'importe quel moteur de recherche retraite en France, comment ça marche, il y aura pléthore d'articles qui ont déjà été faits, mais il faudra les refaire. Et il faudra les refaire pour qu'ils correspondent à un temps T. Donc en fait, la temporalité qui se raccourcit est vraiment des deux côtés du manche, si j'ose dire. On y restera soumis, il faudra faire avec et faire juste malgré ces conditions, et on fera au mieux, effectivement. Alors en effet, je crois que le temps se rétrécit et qu'on ne peut, hélas, pas faire grand-chose contre. Pour le journaliste, le vrai challenge, c'est justement dans cette temporalité-là, de rester objectif, essentiel et exemplaire dans la vérification de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Voilà. Le journaliste a un rôle important à jouer à l'heure où tout et n'importe quoi apparaît sur l'ensemble des réseaux, où cette horizontalité fait que tout le monde quelque part est journaliste. Le journaliste qui a à la fois une formation, une conscience professionnelle, je le redis parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est à mon avis un mot très important, a un rôle à jouer pour vérifier que tout soit le plus juste possible, le plus honnête et le plus objectif possible. L'objectivité n'existe pas, mais malgré tout. Moi, j'ai envie de dire que si on ne peut pas vérifier une info, si on ne peut pas être juste, on ne donne pas l'info. Ça, c'est très personnel. Si on ne peut pas la vérifier, on ne court pas le risque, parce que les effets sont monstrueux, de donner une info qui soit pour tous les médias. Il vaut mieux s'abstenir que s'égarer, en fait. Et ben c'est sur ces mots qu'on va terminer le débat. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Merci au Presse Club de nous avoir invités et merci à vous de nous avoir suivis et vous de vous être déplacés jusqu'ici. Et bonne journée. À bientôt.